Bonjour à vous les petits cinéphiles et toujours très content de vous retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui, on s'attaque à du lourd avec Wonder Woman, une héroïne qui a quasiment révolutionné le cinéma contemporain elle toute seule, un personnage que l'on jugeait ringard et qui est devenu un symbole de la badasserie et du féminisme. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je t'expliquerai comment ma famille est liée à l'histoire de Wonder Woman. Passons à l'historique. Wonder Woman est une héroïne créée en 1940 par le psychologue William Moulton Marston et apparaît pour la première fois dans All Star Comics numéro 8. Elle devient une des premières super-héroïnes et reste la plus célèbre d'entre elles. D'après les dires de l'auteur, Wonder Woman a été conçue dans le but de promouvoir au sein de la jeunesse un modèle de féminité forte, libre et courageuse, pour lutter contre l'idée que les femmes sont inférieures aux hommes et pour inspirer aux jeunes filles la confiance en elles et la réussite dans les sports, les activités et les métiers monopolisés par les hommes. Diana fait partie des Amazones et habite sur l'île invisible de Themyscira, une île remplie de filles ultra jolies et pas d'hommes. Un jour, Steve Trevor, un pilote de l'armée américaine, s'écrase sur l'île. Il est recueilli par Diana, la fille de la reine Hippolyte qui dirige l'île où se sont réfugiés les Amazones après leur défaite face à Hercule. Diana est en réalité une fille créée à partir d'argile et à laquelle les dieux ont donné la vie. Steve Trevor est obligé de quitter l'île, mais il est accompagné par Diana qui l'emmène dans son avion invisible. Elle se donne pour mission de défendre les États-Unis, dernier bastion de la démocratie moderne, tout en combattant le crime. Grâce à ses origines mythologiques et à ses impressionnantes capacités, Wonder Woman est devenue un personnage essentiel de l'univers DC Comics. Elle est dotée d'un fouet magique incassable appelé le lasso d'Estia, et il a le don de faire dire la vérité aux personnes du moment qu'elles sont enlacées par lui. Diana possède aussi des bracelets de soumission construits à partir d'un bouclier légendaire de Zeus et qui lui permet de dévier les balles et autres projectiles. Elle bénéficie également de nombreuses capacités données par les dieux comme la vitesse, la super force et la sagesse. En 1947, elle rejoindra la Justice Society of America. C'est en gros l'ancêtre de la Justice League actuelle. Mais l'époque étant ce qu'elle était, Wonder Woman, bien qu'elle ait des capacités hors normes, est reléguée au simple rang de secrétaire. Ah, les années 40. Bon, comme ses homologues masculins, ça va être un immense succès, ça va être décliné en des centaines de comics qui continuent encore actuellement. Et alors, qu'en est-il de ses adaptations au cinéma et à la télévision ? La première tentative d'adaptation au petit écran a lieu en 1967, à la suite du succès de la série Batman dont on a parlé dans la vidéo sur Batman v Superman. La compagnie derrière Batman produit un essai de 4 minutes et demie pour Wonder Woman avec Hollywood Walker dans le rôle de la princesse Amazone. La série aurait sans doute gardé le même esprit kitsch et décalé que Batman, mais elle ne dépassera pas le stade de projet. Et la seconde adaptation filmée est pour un téléfilm en 1974 avec Kathy Lee Crosby en blonde, sans pouvoir et avec un costume assez éloigné de l'original. Tout cela pour en arriver à l'œuvre la plus connue, à savoir la série des années 60 avec la belle Lynda Carter. Cette série comportera 3 saisons de 60 épisodes. L'histoire reprend en gros les grandes lignes du comics. Diana accompagne Steve Trevor pendant la Seconde Guerre mondiale et à l'issue de la première saison, malgré de bonnes audiences, ABC tarde à renouveler la série à cause des coûts de production dus à la reproduction d'époque très élevés. CBS récupère la série et met comme condition que l'histoire se passe à l'époque contemporaine, à savoir 1977. Diana aidera donc le fils de Steve Trevor, qui s'appelle aussi Steve Trevor. Ah, l'originalité quand tu nous tiens! La série sera annulée après 3 saisons et maintenant il faut attendre 2011 avant de revoir émerger un reboot avec Adrian Palicki dans le rôle titre et Elizabeth Hurley, mais cette série ne dépassera pas le stade du pilote. Au cinéma, on ne verra Wonder Woman n'apparaître qu'en 2016, même s'il y a déjà eu des tentatives d'adaptation en 2005 par l'ami Joss Whedon et en 2009 avec le film Justice League Mortal. Mais on reviendra dessus la prochaine fois. Et en 2014, après l'annonce du développement d'un univers connecté DC Comics, il est annoncé que Gal Gadot incarnera l'Amazone, Chris Pine en Steve Trevor et que le film sera réalisé par l'oscarisé Patty Jenkins. Et donc, après son introduction dans Batman v Superman, que vaut cette origin story ? Début du film, on retrouve Diana à Paris, travaillant au Louvre. Elle reçoit une photo prise sur le front pendant la Première Guerre mondiale aux côtés de Steve Trevor et de son équipe, ce qui déclenche un flashback et le film peut commencer. Comme expliqué auparavant dans la vidéo, les Amazones vivent sur l'île invisible de Themyscira dirigée par la reine Hippolyte. La petite Diana, fille de la reine, a la volonté de devenir une grande guerrière, mais sa mère refuse. Diana aurait été sculptée dans l'argile et aurait pris vie grâce à Zeus.
mais Diana se fera quand même entraîner par sa tante Antiope, à savoir Claire Underwood, ou Jenny dans Forrest Gump. Et au fil de ses entraînements, elle commence à développer des capacités surpuissantes. La reine explique à sa fille comment Zeus, dieu de tous les dieux, créa l'homme autrefois, que l'un de ses enfants, Arès, affirma que créer les hommes était une erreur et qu'il détruirait le monde par leur avidité. Arès déclencha une guerre en essayant d'exterminer les hommes lui-même, mais les autres dieux tentèrent de l'arrêter mais furent tous tués par Arès. Seul Zeus parvint au prix de sa propre vie à le foudroyer. Et depuis, certains pensent qu'Arès est mort et d'autres pensent qu'il se cache en attendant son heure. Et si Arès devait revenir, il pourrait avec ses pouvoirs corrompre à nouveau le cœur des hommes pour qu'ils se fassent la guerre. Hippolyte montre à Diana une épée sacrée gardée précieusement dans une tour, apparemment la seule arme permettant à un mortel de tuer un dieu. Là au moins, le cadre est fixé. Un jour, Diana aperçoit un avion qui s'écrase sur la plage, suivi de très près par un navire allemand. Diana sauve l'aviateur tandis que les Amazones se lancent à l'attaque des Allemands. Et là, c'est trop stylé, le combat est super bien filmé, les ralentis pertinents, franchement un style génial pour introduire le film. Mais durant le combat, la tante de Diana Antiope est tuée, Diana s'oppose à l'exécution de l'espion en le soumettant au lasso d'Hestia. L'aviateur appelé Steve Trevor révèle qu'une guerre mondiale fait rage et que l'Allemagne est sur le point de gagner grâce au docteur Isabelle Marou et la création d'un gaz ultra mortel qui permet de détruire les masques à gaz. Diana pense qu'Arès contrôle les Allemands et veut aller se battre avec Steve. Elle harcèle l'aviateur pour qu'il l'emmène avec lui, allant jusqu'à l'emmerder jusque dans son bain. C'est quoi ça? C'est une montre. Mais qu'est-ce que tu fous? Eh ben, je coupe mon saucisson. En même temps, elle a jamais vu de mec à poil. Une nuit, Diana s'enfuit avec Steve tout en ayant pris l'épée destructrice de Dieu et le lasso d'Hestia. Les deux héros arrivent rapidement à Londres où Steve veut convaincre le haut commandement de la menace, mais personne ne les écoute, préférant négocier un armistice plus profitable à tout le monde. Le seul à les écouter et à apporter son soutien est un ministre appelé Sir Patrick. Et les scènes dans Londres sont plutôt sympas, car à la manière des visiteurs, Ouah, c'est laid! Nuit! Jour! c'est le décalage entre plusieurs civilisations qui prêtent à sourire. Et les scènes sont vraiment drôles sans tomber dans le lourd ni le potache. On y voit même une petite référence à Superman de Richard Donner. Mais reprenons l'histoire. Trevor recontacte 3 de ses frères d'armes. Le premier, Samir, un agent secret francophone manipulateur et kleptomane. C'est pas moi qui le dis, c'est Diana. Un assassin, un menteur et un contrebandier. Tu dis ça parce que c'est un arabe? C'est un peu limite quand même. Il est incarné par notre Saïd Tekmaoui préféré. Hé, vite! Wow! Qu'est-ce qu'il fout celui-là? Quoi? Je t'arracherai les poils du cul de dire bonjour! Un tireur d'élite écossais, Charlie, incarné par Evan Bremer, et qui a joué dans Pearl Harbor, comme Ben Affleck, comme Michael Shannon, à croire que tout ce putain de DCEU est lié à ce film. Et le chef, un contrebandier amérindien en exil. Pendant ce temps, le général Ludendorff, que Diana pense être Arès, teste avec l'aide du docteur Marou le nouveau gaz pour prendre l'avantage à la fin de la guerre. Arrivée sur le front, Diana est choquée par les horreurs de la guerre et veut aider tout le monde, tandis que Steve ne pense qu'à sa mission. Diana dévoile alors sa force et ses pouvoirs dans la scène la plus badass de tout le film. Elle permet d'iconiser instantanément son héroïne, ça pète dans tous les coins et franchement on est pris dedans et on ne lâche plus. Alors quand tu penses que Patty Jenkins voulait couper la scène, le soir, la petite équipe fait la fiesta et Diana connaît même les plaisirs de la chair. Le lendemain, la petite équipe se rend dans un château où tout l'état-major allemand est réuni et Ludendorff essaie de les convaincre de ne pas arrêter la guerre. Diana arrive à la fête et essaie de tuer le général, mais Trevor l'en empêche. Et cette scène m'a toujours énervé parce que... À quel moment personne remarque qu'elle a une putain d'épée dans le dos? Mais bon, passons. Diana se rend compte que les Allemands ont gazé le village qu'ils ont sauvé la veille. Excédée, elle attaque de front Ludendorff, elle combat le général et arrive à le tuer, mais découvre avec stupeur que la guerre ne s'arrête pas. Steve essaie de faire comprendre à Diana que les humains peuvent être mauvais par nature et que Arès n'a peut-être rien à voir avec tout ça. Diana, dépitée, écœurée, n'arrive pas à y croire et décide de s'en aller et estime que les hommes ne méritent pas d'être aidés. Non, je suis écœuré! Mais Trevor et ses hommes n'abandonnent pas la mission et ils essaient d'empêcher un avion rempli de gaz de décoller. Il fait au préalable ses adieux à Diana car il doit se sacrifier pour faire exploser l'avion en plein ciel pour que l'explosion de l'avion consume le gaz pour éviter des milliers de morts.
Et un homme arrive dans la pénombre et on s'aperçoit que c'est Sir Patrick. Il est en réalité Ares réincarné. Il dit à Diana qu'elle avait raison et que les humains ne méritent pas d'être sauvés. Après un court combat, Diana essaie de planter Ares mais ce dernier fait fondre l'épée destructrice de Dieu. Le dieu révèle à Diana qu'en réalité elle est la fille de Zeus et que c'est elle la destructrice de Dieu. Pendant le combat rempli d'effets spéciaux que ne dénaturerait pas un Zack Snyder, Diana assiste à l'explosion de l'avion de Steve, ce qui déclenche un torrent de rage qui lui permet de vaincre Ares. La paix étant revenue, Diana accepte le fait que les hommes sont mauvais, mais le sacrifice de Steve lui donne quand même de l'espoir. Et aussi, après avoir combattu Doomsday avec Batman et Superman, maintenant qu'elle a revécu ces événements, Diana ne veut pas rester sans rien faire et décide de retourner combattre le crime. Et voilà, fin du film. Et c'était génial. J'ai jamais été un grand fan de l'héroïne, mais quand j'ai vu le film au cinéma, ça a été véritablement une claque pour moi. Mais pourquoi? La vaisselle. Et le film est génial, il est super rythmé, c'est vachement intéressant de l'avoir situé pendant la Première Guerre mondiale parce que ça faisait écho avec le centenaire de la guerre et puis c'était la première vraie guerre mondiale qui impliquait tout le monde et qui a fait autant de morts. Mais à la base, Zack Snyder voulait situer l'action pendant la guerre de Crimée en 1853 et faire de Wonder Woman une héroïne encore plus violente. La scène du No Man's Land est vraiment génialissime et Gal Gadot était vraiment née pour incarner ce personnage. Son jeu est vraiment percutant, tout en sincérité, en naïveté et en empathie. Et c'est vraiment comme ça que je me représentais le personnage de Wonder Woman. Néanmoins, il y a un petit bémol. Il y a notamment quelques facilités scénaristiques et pour moi, j'aurais préféré qu'Ares ne soit finalement qu'un mythe et que Diana découvre que les humains peuvent être mauvais par nature quand elle tue Ludendorff. Mais bon, après, on est dans un blockbuster et il y a un cahier des charges à tenir, donc ça aurait peut-être manqué d'un combat final. Je trouve le féminisme abordé vraiment pertinent, de par le parcours de son héroïne et aussi par le fait que le film est réalisé par une femme. Et ça insuffle vraiment un vent frais dans l'industrie hollywoodienne, à la différence des autres films qui mettaient en scène une femme, à savoir Catwoman ou Elektra. Ne me demandez pas pourquoi j'ai ça dans ma bibliothèque. Hein. Il est vrai que Wonder Woman redore le blason des héroïnes, mais n'oublions pas que certaines héroïnes, notamment de mon enfance, ont été iconisées par des hommes. J'en veux pour preuve Sarah Connor, Ellen Ripley, et en matière de bottage de cul, ça se pose là. Et en 2017, le film est devenu le plus rentable jamais réalisé par une femme. C'est un succès critique et public, rassurant les producteurs, permettant l'émancipation des héroïnes au cinéma, et j'en veux pour preuve Black Widow ou Captain Marvel. Elle est forte celle-là, là. Vous dites? Et voilà petit cinéphile, on se retrouve la prochaine fois pour Justice League, enfin. Mais chose promise, chose due, je vais vous lire le témoignage de mon grand-papy. 1918, la guerre fait rage depuis maintenant 4 ans, et nous n'avons pas l'impression d'en voir le bout. Nous n'en pouvons plus, et je me tarde de revoir ma Savoie et ses prairies. On nous parle d'un armistice, mais vraiment, on ose y croire. Ça fait des semaines que nous sommes là et que nous n'arrivons pas à prendre la tranchée adverse. Et il faut déjà y retourner. C'est ce jour-là qu'un groupe d'espions est arrivé sur le front, et c'est là que je l'ai vu. Une beauté. Et là, elle a chargé moitié cul nu comme une furie contre les lignes ennemies. Et on a pu charger pour l'aider et prendre la tranchée allemande.
Et après notre victoire, où j'étais passé très près de la mort, je suis allé voir cette Diana que j'avais rencontrée. Et je lui ai fait ma déclaration. Dis donc Diana, ça te dirait pas de m'épouser, de rentrer à la ferme avec moi pour élever les vaches? Et elle a accepté. Mais ça veut dire que je suis le descendant d'une Amazone? Hein? De toute façon, ça me saoule, je suis sûr que vous me croyez pas. Likez, commentez, partagez. Qu'est-ce que je fous là? Grand-papy? C'est toi? Oui, c'est moi, mon petit. Mais je suis mort? Non, tu n'es pas mort. Ah. Eddie, et c'est vrai que grand-mamie était une guerrière amazone appelée Diana, comme Wonder Woman? Je sais que t'es allé chercher ça. Eh ben, dans ton journal. Dans mon journal, il y a marqué Diane. Diane, pas Diana. C'est toi qui fantasmes d'être le descendant d'une super-héroïne. Arrête de te faire des films. Diane. Qu'il est con ce gosse, mais on l'aime bien quand même, il est gentil.